Tiens, j'ai une petite question de bon matin là. Selon toi, pourquoi il n'y a pas de Google Made in Europe? Ouais, je sais, parfois il y a des prises de recul comme ça, on se rend compte qu'il manque un truc. Mais pourquoi est-ce que l'Europe semble réellement être un cimetière à idées quand on parle d'affaires? Regarde, par exemple, sur les 5 plus grandes entreprises du monde, 4 sont états-uniennes alors qu'elles n'ont été lancées qu'après 1975. En revanche, les plus grandes entreprises européennes ont en majorité été créées bien plus tôt. Certaines comme Nestlé ou Roche datent du 19e siècle. Elles ont été fondées lorsque des diligences roulaient encore dans les rues de Paris. C'est ouf, hein? Et même que les sociétés pharmaceutiques qui ont fusionné pour fonder le géant Novartis ont quant à elles vu le jour entre le 17e et le 18e siècle. Ouais, on peut dire qu'elle date. En tout cas, une chose est sûre, ces entreprises ont le mérite d'avoir traversé les âges et d'avoir résisté aux fréquentes évolutions du marché. Mais la chose assez frappante ici, c'est qu'une seule des 5 entreprises européennes de ce classement a moins de 40 ans, alors que les autres sont beaucoup, mais alors beaucoup plus vieilles. Aux États-Unis, c'est le contraire. 3 des 5 plus grandes entreprises sont probablement plus jeunes que toi qui regardes cette vidéo. Ça indique déjà une chose, les States ont indéniablement une longueur d'avance sur l'Europe en termes d'innovation. Bon, ça veut pas non plus dire que tout est à jeter chez nous. On va pas commencer à faire des généralités. Prends SAP, qui est un programme utilisé par les comptables de grandes entreprises, ou encore Skype, qu'on connaît tous. Elles ont toutes les deux été conçues en Allemagne et en Estonie. Bon, je te l'accorde, ces pépites sont peu nombreuses par rapport à celles qu'on trouve aux États-Unis ou en Chine. Et jusqu'à il y a peu, ce n'était qu'un débat de plus parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, ce sujet figure sur la liste des priorités européennes concernant les années à venir. Et ça, à cause de la crise énergétique. Cette crise actuelle touche les citoyens du monde entier, avec des factures d'électricité astronomiques qui s'empilent au fil des mois. T'as bien dû le remarquer, toi, moi, on l'a tous fait. Maintenant, je mets 3 pulls en hiver, mon banquier, il est heureux. Mais tu sais qui d'autre est directement concerné par ces hausses tarifaires? Ouais, les entreprises, peut-être même la tienne. Plein d'entre elles pensent à fuir une Union européenne désolée qui n'est plus capable de leur proposer de l'énergie à des prix attractifs, ce qui faisait son charme quelque part. Entre autres, l'UE n'est plus celle d'avant. Aujourd'hui, elle n'a plus la rage au ventre et elle est loin d'être aussi compétitive que les États-Unis ou la Chine. Et qui sait où on en sera dans quelques années? Tu trouves peut-être que j'en fais trop, mais il n'y a qu'à constater. L'industrie automobile, par exemple, elle est extrêmement importante dans toute l'Europe, pas seulement en Espagne ou en Allemagne, comme on pourrait le penser. Chez nous en France, l'industrie automobile représente près de 10% de l'ensemble du PIB en 2023. 10%. Et pourtant, les voitures coréennes, chinoises ou made in USA grignotent des parts de marché aux fabricants européens. Alors, comment cette tendance pourrait-elle changer? Comment l'Europe pourrait-elle répliquer le modèle en vigueur dans la Silicon Valley? La guerre en Ukraine pourrait-elle relancer la compétitivité de l'Union européenne? Dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, abonne-toi, partage et like et pense à activer la petite cloche des notifs. Allez, on jette un coup d'œil au chapitre Histoire. 2 régions, 2 destins. Si on était dans les années 50, il y aurait 2 sujets qu'on évoquerait en permanence sur cette chaîne parce qu'ils sont juste hyper intéressants. La Silicon Valley et Détroit dans le Michigan. Et bah ouais, dans les années 50, Détroit abritait une grande industrie automobile avec des marques bien connues telles que Ford ou Chevrolet. En fait, beaucoup de gens, les ouvriers et leurs familles notamment, ont commencé à s'y installer, la population atteignant à son apogée près de 2 millions de personnes. En parallèle, l'autre région très prospère était et toujours la Silicon Valley. Et d'où vient cet engouement à ton avis? De la guerre, évidemment. Comme tu le sais déjà parce que t'es allé voir Oppenheimer au cinéma ou juste parce que t'as bien suivi les cours d'histoire, lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont concentrés à fond sur le conflit avec le Japon dans le Pacifique. La Californie n'ayant pas fait exception, elle a bénéficié d'une masse d'investissements et beaucoup de travailleurs sont venus bosser dans les usines et les entreprises californiennes afin de participer à l'effort de guerre. On peut ainsi dire que la Silicon Valley était au bon endroit au bon moment. Non seulement car elle était située en Californie, mais aussi parce qu'elle
compter pas mal d'établissements universitaires, notamment à Palo Alto, et par conséquent, moult intellectuels et professionnels hautement qualifiés. Et comme la guerre exigeait non seulement d'importantes quantités de matières premières, mais aussi des technologies de rupture très avancées pour l'époque, par la force des choses, cet endroit réunissait toutes les conditions pour connaître un décollage rapide. Par exemple, bon nombre d'entreprises ont commencé à se concentrer sur le développement de nouveaux semi-conducteurs plus puissants. Bah oui, pour les bombes et les radars. Bref, c'est ainsi que cette région, qui sera plus tard connue sous le nom de Silicon Valley, est devenue un acteur clé de l'innovation durant la Seconde Guerre mondiale. Et cette graine a rapidement germé car la Silicon Valley était un terrain particulièrement fertile pour les entreprises. Et l'un des responsables de cette fécondité entrepreneuriale, c'était en fait ce mec. On parle ici de Frédéric Terman, le père de l'interface entre les laboratoires universitaires et les entreprises. Terman a compris que les universités produisaient du savoir, mais que ce sont les entrepreneurs qui transforment connaissance en innovation, c'est-à-dire en produits utiles à la société. C'est avec cette idée en tête qu'il va travailler sans relâche pour rendre l'université attrayante aux yeux des entreprises. Il veut leur prouver qu'elles ne sont rien l'une sans l'autre. Sa vision est hyper simple. Les entreprises financeraient et ferait de la pub pour les projets de recherche des laboratoires universitaires, ce qui débloquerait pour ceux-ci beaucoup plus de ressources. D'autre part, la collaboration avec les universités permettrait aux entreprises de se développer plus rapidement grâce aux trouvailles de celles-ci, et donc d'avoir à terme encore plus de ressources à réinjecter dans les labos. C'est un cercle vertueux. Mais pour lancer le processus, il manque encore un élément clé, dont les entrepreneurs ont désespérément besoin. Quel est donc ce facteur sine qua non ? Eh ben les thunes. Et c'est alors que ce second protagoniste entre en jeu. Lawrence Rockefeller est le créateur du premier fonds de capital risque de la Silicon Valley, Venrock Associates. Bon, autrement dit, non, le succès de la Silicon Valley n'est pas dû au fait qu'elle compte de nombreux entrepreneurs. C'est vrai, il y a des entrepreneurs partout. La différence est que là-bas, toutes les conditions sont réunies pour qu'une entreprise parte de zéro et se retrouve cotée à Wall Street en seulement quelques années. Il n'y a qu'à voir, c'est l'histoire de Google, Facebook, Apple et tant d'autres entreprises qui ont changé notre quotidien. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre propre Silicon Valley ? La flexibilité, c'est juste l'élément principal. Dans la Silicon Valley, comment fais-tu si tu veux bosser pour deux entreprises concurrentes en même temps? Ça doit être compliqué, non? Et bah, que nenni, aucun problème. Et si tu veux licencier quelqu'un parce que, vas-y, il est un peu saoulant, et tu veux embaucher quelqu'un à la place, là encore, personne s'y opposera. Et comme on l'a vu, il existe deux autres composantes du succès de la Silicon Valley, la collaboration université-industrie et le capital risque. Bon, c'est bien beau, mais de l'autre côté, il y a Détroit. Détroit est la capitale de l'automobile par excellence. Une industrie très prospère où il n'y a pratiquement pas d'innovation de rupture. De meilleures voitures peuvent être fabriquées, mais ça restera des bagnoles quoi. Ainsi, des entreprises comme Ford, Chevrolet et General Motors, qui ont vu le jour au début du XXe siècle, ont continué à faire ce qu'elles savent faire de mieux. Oui, des voitures. Et il ne leur a pas fallu longtemps avant de se heurter à des concurrents féroces qui proposaient des caisses de bonne facture et bien moins chères, les entreprises japonaises. Des entreprises que tu connais à coup sûr, comme Toyota et Nissan, ont alors commencé à dominer le marché automobile US. Toyota Corolla. Et puis, Détroit a été laissé pour compte. Les causes sont multiples. Une foule de problèmes syndicaux, fiscaux et réglementaires en tout genre, des taux de criminalité de plus en plus élevés et la concurrence croissante des nouvelles marques asiatiques ont poussé les entreprises états-uniennes à fermer leurs usines dans toute la ville car elles n'étaient tout simplement plus rentables. En fait, la débâcle a été si violente que la ville, qui abritait autrefois près de 2 millions d'habitants, stagne aujourd'hui à 620 000. Et cette population continue de baisser. Tu peux le voir, l'histoire de la Silicon Valley et de Détroit ont des similarités, mais elles ont toutes les deux explosé comme nulle part ailleurs, mais une seule a réussi à survivre grâce à l'innovation. Elle est là la différence principale.
Eh bien, d'une certaine manière, on peut dire que l'Union européenne est aujourd'hui confrontée à une situation extrêmement similaire. Au fil des ans, les réglementations, les politiques fiscales et celles du travail ont peu à peu altéré le milieu des affaires. Et maintenant, la crise de l'énergie menace d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce sont nos concurrents automobiles japonais à nous. C'est un problème surtout parce que l'Europe, si on grossit un peu le trait, est aujourd'hui has-been, dépassée. Alors, il est assez pertinent, sans être alarmiste, de se demander si elle n'est pas en train de prendre le même chemin que son homologue états-unien. Mais lequel? Détroit ou la Silicon Valley? La vieille Europe. Regarde ce graphique. Comme tu peux le constater, non seulement l'Europe dépense bien moins que les États-Unis en matière de défense, mais le budget est aussi et surtout fragmenté par pays. Or, la quasi-totalité du budget défense va aux salaires et aux dépenses courantes. En d'autres termes, il reste peu de sous pour investir dans la recherche et le développement de nouveaux programmes militaires. Malgré tout, on doit garder une chose en tête. Qu'on soit pour ou contre l'investissement militaire, contrairement à d'autres types de dépenses publiques, celui-ci garantit des avancées majeures en termes de technologie. Mais même si toutes les armées européennes s'accordaient pour développer une arme commune, par exemple un nouveau système de missiles, elles se heurteraient à un énorme problème. En fait, la plupart des universités européennes n'ont pas le droit de collaborer sur des projets militaires. Ouais, donc en gros, c'est déjà mort. En fait, dans les règlements intérieurs de nombreuses universités, il est explicitement dit qu'il est interdit de faire de la recherche sur des questions militaires. Quant à collaborer avec des entreprises, c'est pas vraiment de coutume non plus. Il y a bien les contrats CIFRE pour les doctorants en France qui cherchent des financements alternatifs, mais c'est pas non plus la norme. Et c'est un problème. Bah ouais, faut pas oublier que la plupart des innovations militaires finissent par bénéficier aux civils par la suite. Il y a qu'à prendre l'exemple du GPS ou encore d'Internet. Et bien sûr, on ne parle pas seulement de dépenses militaires. On peut aussi ajouter à ça le fait que les universités européennes ont toujours été bien plus tournées vers l'enseignement que vers la recherche. On t'en a parlé dans cette vidéo d'ailleurs. Le revers, je te l'accorde, c'est que les universités états-uniennes sont aussi bien plus chères. Mais la contrepartie, c'est qu'elles génèrent des résultats. L'Europe n'a donc pas non plus cet autre moteur d'innovation. Pour ne rien arranger, l'UE est d'une lourdeur administrative, elle veut tout réguler, ce qui compromet là encore l'innovation. Par exemple, l'UE travaille déjà sur la régulation de l'intelligence artificielle. C'est en soi pas une mauvaise chose, mais les entreprises qui veulent se lancer dans la recherche devront faire face à de nombreux obstacles et exigences en tout genre qui peuvent franchement en décourager plus d'une. Tiens, les médicaments sont un autre bon exemple. Les réglementations sont si intenses que ça peut prendre des décennies aux entreprises pour sortir de nouveaux produits. Peu d'investissements dans la technologie militaire, des universités réticentes à collaborer et beaucoup de réglementations. Cette phrase résume bien la situation. Puisque nous ne pouvons pas être des leaders dans l'innovation, soyons des leaders dans la réglementation. Déclaration d'un député européen sous anonymat à Visualpolitik/Diplometrix. Les réglementations de l'UE peuvent ainsi décourager les investisseurs de l'innovation. Bon, après bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a par exemple le cas de SAP dont on vous parlait tout à l'heure, le géant des logiciels de gestion d'entreprise. Si tu bosses dans une grosse boîte, tu dois sûrement déjà la connaître. Mais n'empêche, il est curieux que l'un des plus grands fonds de capital risque, Sequoia Capital, n'a même pas de bureau dans l'Union européenne. Genre, ils sont présents aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et en Chine, mais ils n'ont même pas pris la peine d'ouvrir des bureaux dans une capitale de l'UE. Ça en dit long en vrai. Et cela illustre pourquoi l'Europe n'a pratiquement pas de licorne. Alors, pas le cheval, hein. Rien à voir. Les licornes sont en fait des startups qui ne sont pas issues de filiales de grands groupes et qui valent à minima 1 milliard de dollars, si ce n'est plus, et en général, c'est bien plus. Je te laisse deviner d'où viennent la plupart d'entre elles. Des States, ouais, le pays qui en a vu naître le plus grand nombre, soit 487, suivi par la Chine avec 301 licornes à son actif, et il faut descendre à la 5e place du classement pour y voir figurer un pays de l'Union européenne. Félicitations à l'Allemagne avec ses 26 licornes au compteur.
Et peut-être bien que tu te demandes, y a pas un pays comme ça dans l'Union Européenne qui s'apparenterait un peu à la Silicon Valley? Bah ouais, il y en a un, mais de loin et de dos. Le cas le plus similaire, c'est l'Estonie. Déjà, c'est un pays qui a tenté de s'éloigner de presque toutes les politiques qui prévalent en Europe. Par exemple, elle a créé un cadre fiscal très attractif pour les entreprises. Elle a également développé sa propre infrastructure numérique au-dessus de toutes les autres, à part la Roumanie peut-être. Et elle s'est battue tant bien que mal pour limiter les réglementations ou du moins en faciliter leur respect. Alors, qu'est-ce qui cloche? Bah, sa population. C'est un pays extrêmement petit, avec à peine plus d'1 million d'habitants. Alors évidemment, son influence est très limitée. Alors, est-ce que l'Europe s'est reposée sur ses lauriers, faisant mine de ne pas s'intéresser au développement technologique? À la base, c'était le cas, mais plus maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Avant 2002, l'énergie bon marché compensait tous les autres facteurs négatifs vus précédemment. Mais le Covid et son lot de confinements à répétition a eu bien des conséquences sur les prix de l'énergie. La demande mondiale ayant repris simultanément et de manière brutale, les producteurs n'arrivaient plus à suivre la cadence, entraînant une explosion des prix de l'énergie. Puis vint la guerre en Ukraine, balayant d'un coup de vent le château de cartes européen. Le géant de l'énergie russe Gazprom, sous autorité du Kremlin, a fermé les vannes du gaz à destination du vieux continent, l'obligeant à s'approvisionner auprès des États-Unis ou de la Norvège, faisant ainsi exploser les prix. Le gaz étant plus cher, l'énergie l'est aussi, ce qui peut entraîner à l'avenir une délocalisation massive d'entreprises. Bon, ça fait beaucoup à digérer. En toute logique, maintenant, l'Union Européenne commence à chercher un moyen de redevenir plus compétitive face aux États-Unis et aux mastodontes chinois. La question est, comment va-t-elle s'y prendre? Va-t-elle essayer de créer sa propre Silicon Valley? Cette option est-elle vraiment plausible? Ouais, et tu sais pourquoi? Parce que l'Union Européenne a une opportunité en or d'en créer une à son tour. Un nouveau début? Sais-tu combien de licornes européennes apparaissent dans le top 10 des plus importantes? Zéro. La liste étant sans surprise dominée par la Chine et les États-Unis. Toujours un coup d'avance ces crapules. Malgré cette absence du top 10, on ne peut pas dire que l'Union Européenne n'a pas tenté sa chance. Depuis 2008, plusieurs programmes ont été lancés pour financer la recherche et le développement et stimuler ainsi l'innovation. Et bien sûr, de nombreux projets financés par des fonds européens sont très intéressants, mais la plupart d'entre eux en restent généralement au stade embryonnaire. Ils ne se matérialisent jamais en produits qui font la diff et qu'on peut retrouver dans les étals de vos commerces. Entre autres, notamment parce que les programmes publics de subvention ont tendance à être très rigide, très bureaucratique et presque jamais axé sur les réels besoins des consommateurs. Déjà, le fait qu'un fonctionnaire ou un bureaucrate soit chargé de sélectionner les projets à financer ne semble pas être la meilleure stratégie. Et aussi inattendu que ça puisse paraître, l'un des pays les plus prospères en la matière ces dernières décennies a été Israël. En gros, pour que ça marche, ils ont éliminé de l'équation la bureaucratie. Puis, ils ont fait converger financement public et privé, et ce sont ces derniers qui sont chargés de sélectionner les projets les plus prometteurs dans lesquels ils devraient ensuite investir eux-mêmes. C'est tout bête, mais ça marche généralement mieux quand c'est votre propre thune que vous investissez et pas celle des autres. Mais attends, car cette léthargie des affaires en Europe pourrait prendre une toute autre tournure, et la raison, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la guerre en Ukraine. Après que Poutine ait décidé d'envahir l'Ukraine en février 2022, les États de l'UE ont réagi en augmentant drastiquement leurs dépenses militaires. L'Allemagne renverse sa politique de défense avec une augmentation historique des investissements militaires en réponse à la guerre de Poutine. Du coup, tous les États européens ont quasi doublé leur budget dans le secteur. Et il semble que ces nouvelles dépenses vont passer par 3 phases. La première est celle de la mise au point de tous les moyens militaires en place. Ouais, là, on y va, fini les balais. L'armée allemande est tellement sous-équipée qu'elle a utilisé des balais au lieu de mitrailleuses. La deuxième phase sera le renouvellement des équipements obsolètes. En d'autres termes, go acheter des F-35 aux États-Unis. Comme dirait Corneille, on vit chaque jour comme le dernier. Et enfin, pour terminer, une troisième phase verra le jour, celle du développement de leur propre armement. Là aussi, on t'en parle dans cette vidéo. Cette phase est hyper importante car c'est elle qui offre la possibilité de matérialiser de nouvelles technologies très intéressantes sur le papier. C'est cette opportunité, aussi navrante qu'elle soit, qui pourrait changer la donne pour l'Europe des technologies.
une opportunité menée par l'ego, la course à l'armement. Qui aura le plus gros jouet? Qui fera la différence sur le champ de bataille et à l'issue de la guerre? Qui aura les honneurs quand l'ennemi capitulera? Il a fallu que l'Europe entre en crise et s'unisse contre un ennemi commun pour que son haut représentant, Josep Borrell, soit enfin écouté. Soit nous investissons massivement dans l'innovation de défense, soit nous devenons défensivement inutiles. Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour la politique étrangère. Le problème, oui, car il y en a toujours un, l'Union européenne compte 27 armées différentes. Et oui, il faut d'énormes sommes d'argent pour élaborer un avion de chasse ou un char capable de rivaliser avec ceux des États-Unis. Ce qui a poussé les 27 à créer plusieurs programmes de recherche et développement. Mais les résultats sont plutôt mitigés. Quelle pourrait être alors la solution, me demanderas-tu? Un projet conjoint entre 2-3 pays tout au plus. C'est la formule qui a vu naître l'Eurofighter ou l'Eurodrone. Même des entreprises comme Airbus, qui a une division militaire très importante, ont vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs États. Dans ce cas, on pourrait voir plusieurs nations européennes lancer un appel d'offres pour concevoir un nouvel avion de chasse ou un nouveau système de cybersécurité. Forcément, à plusieurs, on peut investir beaucoup plus. Eh bien, le fait est que tous ces nouveaux fonds injectés dans la recherche militaire pourraient finir par soutenir, comme ce fut le cas à Santa Clara, l'émergence de nouveaux clusters high-tech. En ce sens, la recherche militaire présente plusieurs avantages par rapport aux autres types de dépenses publiques. Premièrement, le développement de la recherche appliquée est prisé. En d'autres termes, l'argent est dépensé avec l'intention claire de créer de nouvelles technologies aux usages très spécifiques. Deuxièmement, la recherche militaire repose sur les entreprises privées et elle est étroitement liée à l'industrie. Et troisièmement, le potentiel d'exportation de ces futures technologies est généralement pris en compte. Bah ouais, le processus industriel militaire est très pragmatique. Pour qu'un développement soit rentable, il doit généralement être produit en série pour réaliser des économies d'échelle, puis envoyé à l'étranger. Ces trois facteurs expliquent pourquoi les dépenses militaires ont tendance à être relativement efficaces, du moins plus que d'autres types de dépenses lorsqu'il s'agit de stimuler une industrie technologique. Après, c'est pas systématiquement vrai, comme on l'a vu ici. Bien sûr, ça ne fait pas tout non plus. Mais que faut-il donc changer en Europe pour que tout cet argent se traduise par des entreprises innovantes? Pour ça, deux choses sont nécessaires. Tout d'abord, il est primordial que les États soient disposés à coopérer sur le sujet de la défense. Et ça, c'est vraiment pas facile. Suffit de prendre cet exemple. Sky Shield, le projet de bouclier antimissile européen porté par l'Allemagne et critiqué par la France. L'Allemagne, à l'initiative de ce projet, a déjà rallié une vingtaine d'autres pays en Europe. Ce bouclier antimissile profitera des technologies états-uniennes et israéliennes notamment, mais n'aura aucun équipement de fabrication française. Imagine sinon que la France, l'Espagne et l'Italie s'associent pour développer un gros projet d'IA. On la met où l'usine? Quelle université s'enquérera de la plupart des recherches? La France sera-t-elle vraiment prête à financer un projet qui créera des emplois ailleurs que sur son territoire? Ce genre de discussion peut retarder des projets sur des années et ils peuvent finir par générer toutes sortes de dépassements de coûts. Après ça, il est aussi essentiel que les universités fassent partie de l'aventure en étant impliquées dans les projets de défense. Elles doivent donc s'habituer à travailler main dans la main avec des entreprises privées. Et ça aussi, comme on l'a vu, c'est compliqué. Et puis, quand bien même on arriverait à valider les deux premiers steps, il reste le dernier, le cauchemar des réglementations à tout va. Il est nécessaire de les assouplir pour que ces activités puissent prendre pied et se concrétiser dans les meilleures conditions. L'idée pourrait être de créer des zones économiques spéciales. Des zones économiques où les règles d'urbanisme, les règles commerciales ou les taxes sont assouplies ou du moins plus adaptées à la réalité de l'industrie. Cela pourrait permettre de transformer la course à l'armement européenne en une opportunité pour bâtir une sorte de Silicon Valley à travers l'Europe. Alors d'accord, ces derniers temps, on observe quelques efforts, notamment le CHIPS Act européen. Plus, les investissements en Europe atteignent désormais 100 milliards d'euros. En comptant les nouveaux projets pour 8 milliards d'euros dans 3 pays de l'UE et l'usine de TSMC en Allemagne, le montant total des investissements dans les puces sur le territoire européen atteint 100 milliards d'euros, calcule le commissaire européen Thierry Breton. Mais de là à savoir si ça va suffire, il reste encore une belle marge. Alors toi, t'en penses quoi? L'Europe aura-t-elle un jour sa propre Silicon Valley où les déclarations de celle-ci ne sont que de belles paroles? Réussira-t-elle
parviendra-t-elle à compenser sa perte de compétitivité due à la hausse des prix de l'énergie? Les pays de l'UE parviendront-ils à mettre leur ego de côté et ainsi à éviter d'avoir plusieurs mini Silicon Valley? Ou l'UE finira-t-elle plutôt par devenir un gigantesque détroit? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et si t'as aimé cette vidéo, lâche un like, partage et abonne-toi pour ne manquer aucune actu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt.